directeur de l'enseignement secondaire, spécialité langue anglaise. C'est à ce titre et surtout militant dans la communauté famille-église, communauté de couples et formateur de formateurs que certainement vos responsables m'ont fait appel pour venir échanger avec vous sur la thématique du règlement des conflits dans le couple. Ce dont on parlera sera aussi bien notre expérience que ce que nous avons entendu et vu dans le règlement des conflits de couple, que de nos lectures sur le sujet. Le travail va se faire en deux temps. Après une brève introduction, j'ai prévu pour vous un fait de vie, une sorte d'étude de cas qui va vous être distribuée. Vous allez le lire et répondre à quelques questions y afférentes. Et c'est de là que partira une sorte de synthèse que nous aurons à faire sur cette thématique afin que vous partiez d'ici mieux outillés que venus. Et la prière introductive nous plonge déjà dans la Sainte Trinité pour que le Seigneur soit au rendez-vous et vous prépare à accueillir ce qui peut-être bouleverse votre manière habituelle de voir le couple, votre approche des conflits, pour que nous vivions mieux et que, en nous voyant vivre véritablement, d'autres personnes soient attirées et qu'elles viennent au Seigneur. Mes frères et sœurs, quand vous assistez à un mariage, vous voyez le sourire sur les lèvres, la joie de la cérémonie et tout le reste, et les premiers jours, on est à mille lieues de s'imaginer que cette joie de ce jour particulier fera un jour place à des incompréhensions, à des malcompréhensions. On ne comprend pas ça. Quand on se rappelle ces mots d'amour, ces phrases qui parfois font endormir, font tomber, on ne peut pas s'imaginer que les ayant prononcés en un temps T, quand un autre T prime, que ce soit la colère, que ce soit les mésententes. Pourquoi en est-il ainsi et comment y faire face? Voilà l'essentiel de notre rencontre ici ce matin. Pour briller, chers amis, pour attirer son éclat irrésistible, l'or, ce métal précieux, doit passer par l'épreuve du feu. Quand on va chercher l'or comme minerai dans le sous-sol, il est mélangé à des ordures. Pour avoir l'or pur, celui avec lequel on fait les boucles d'oreilles et les chaînes, l'or doit passer par le feu. Et sans l'épreuve du feu, on ne peut pas avoir le lingot d'or pur. Et cette épreuve, on l'appelle crise. L'or passe par une crise, se purifie pour devenir ce qu'on peut appeler l'or pur. Lorsqu'un enfant naît, vers 12 ans, 13 ans, 14 ans, il passe par des épreuves. En lui, il y a des bouleversements, des contradictions, tant morphologiques, psychologiques qu'affectives. Il devient têtu, il n'écoute pas, à tous vos oui, il a un non, toutes vos thèses, il a une antithèse. Les parents parfois en ont ras-le-bol, on parle de la crise pubertaire. Et pour que l'enfant grandisse et devienne un jeune homme et plus tard un adulte, cette crise est indispensable. S'il a des parents trop autoritaires qui étouffent en lui cette crise, vers la quarantaine, cela se fera ressentir. Donc la crise pubertaire est comme une étape décisive, incontournable pour qu'un homme devienne un véritable homme. Dans la vie des pays, on parle de crise économique. Alors pour qu'un pays règle ses problèmes, s'autosuffise, s'il n'a jamais traversé une crise, c'est comme s'il n'a pas encore fait toutes les expériences. Mes frères, mes sœurs, dans tout ce que je viens de dire, le mot crise est revenu plusieurs fois. Ok? Et la crise est définie comme une manifestation aiguë
d'un trouble physique ou moral est décisive dans l'évolution normale des choses. Crise, définition, je reprends, manifestation aiguë d'un trouble physique ou moral ou est décisive dans l'évolution normale des choses. Je préfère que nous parlions de crise conjugale, parce que dans la terminologie conflit, le conflit c'est une crise qu'on n'est pas arrivé à résoudre, qui perdure et qui devient un problème. Tout à l'heure, votre responsable disait que venant d'horizons divers, de cultures différentes et étant tous les deux imparfaits, les crises véritablement seront au rendez-vous. J'ai encore souvenance de cette phrase prononcée par le prêtre qui a béni notre mariage. Il disait que tout le monde aime la couleur rose, que c'est une couleur que les gens aiment. Et il disait dans l'église, si tout est rose, les bancs, nos habits, nos cheveux, tout, la couleur rose en viendrait à perdre son éclat. C'est parce qu'il y a d'autres couleurs qui contrastent avec la couleur rose que la rose est appréciée. Alors, faisant une comparaison avec nos vies, si tous les jours on sourit, on dirait même pourquoi il sourit comme ça, c'est un malade. Alors, il faut qu'au moment de bonne ambiance, s'alternent des moments de moins bonne ambiance, et que les ayant réglés, qu'on retrouve la bonne ambiance qui a même plus de valeur et plus de prix. C'est une erreur de penser que les couples qu'on admire, quand ils viennent à la messe, ils sont à deux, c'est de penser que, ah non, ils doivent être heureux, ils doivent avoir zéro crise parce qu'ils sont mariés à l'église. Non. Le mariage, c'est l'union de deux épreuves. Ce sont les épreuves qui donnent aux couples la preuve qu'ils font du chemin. Je reprends, la crise peut être définie dans le tout comme le désordre momentané qui ramène à l'ordre, ou l'extraordinaire qui conduit à l'ordinaire, ou les épreuves qui donnent au couple la preuve qu'ils font du chemin ensemble, un chemin de qualité. Avant d'aller un peu plus, nous allons prendre connaissance de l'étude de cas qui va vous être distribuée. Responsable, c'est bien distribué. Tous ceux qui sont en cours, prennent l'exemplaire afin que ça suffise pour tout le monde. Quelqu'un est seul pour le lui donne. Ceux qui sont en couple, ils prennent les deux, prennent l'exemplaire. Vous avez quelques minutes pour lire le cas et ensuite nous allons essayer de répondre aux questions il y a là. Et le suivi, tu sors tôt et rentres toujours tard. Tu n'es allé au collège que pour retirer le bulletin. Tu serais allé un peu plus souvent que nous n'aurions pas été surpris. Ah, je vois. Moi au moins, je fais l'écolage et 2 répétiteurs. Et toi, tu fais concrètement quoi avec ta licence en lettres modernes alors que Léa a obtenu 6 en lecture et 7 en communication écrite? Dehors, amis et parents t'appellent bon conseiller ou coach pour leurs enfants. Si tu consacrais au moins le 10e de ce temps à échanger avec tes propres enfants, nos trésors. Surtout pas de lac de crocodile. C'est ensemble que nous avions décidé ici de couper avec la télé en semaine. Combien de fois ne t'ai-je pas surprise avec les enfants regardant les feuilletons? Et puis, ils partagent avec toi ton téléphone portable comme des copines de cabine. C'est comme si ton portable était un bien commun à vous tous. Tu veux que le résultat sans la moindre privation. Tu reçois aussi souvent des visites de tes copines sans éducation, avec qui vous bavardez des heures sans égard pour les enfants. Les répétiteurs se sont plaints plusieurs fois à cet effet et je t'en ai parlé. Oui, c'est moi la bête à abattre dans cette affaire.
On dirait que tu as oublié ton cousin de chauffeur qui vient les chercher en retard ou les laisse poireauter seul à Saint-Jean à la sortie des cours. Fanny, tu es ingrate. Le chauffeur nous aide car je n'ai pas les moyens de prendre un chauffeur à plein temps. Si tu n'avais pas la folie des grandeurs et un snobisme bien placé, on n'aurait pas eu besoin d'aller inscrire Léa jusqu'à Cotonou. Comment peut-on réveiller tous les jours ouvrables une fille de 13 ans à 4 h du matin et vouloir d'elle de bons résultats? Maintenant, Fanny, je vais prendre mes dispositions de père. La récréation a assez duré. Ok, merci de vous asseoir. Nous venons de quel problème pose ce fait de vie entre Alex et Fanny? Oui, c'est le frère Judicaël. Quand vous présentez-vous, votre nom. Merci. Je m'appelle Judicaël Bello, célibataire. Alors, entre Alex et Fanny, il y a un souci d'incompréhension qui est lié aux résultats obtenus par leur fille au cours du premier trimestre. Ok, merci. Autre avis sur la même question? Oui, il y a un doigt par là-bas, oui. Moi, c'est Fallon Seconde. Je suis en couple. Il y a un problème de communication qui se pose. Un problème de communication entre les deux. Merci. Ok. Suspicion, accusation entre Alex et Fanny. Merci à vous. Oui. Oui, bonjour. Déjà, ils se disputent C'est le devant frère. le frère Marcel Ok. Fouguet. Ils se disputent devant leur enfant. Oui. Déjà, c'est pas bon. Ensuite, il y a une fuite de responsabilité de la part de chacun d'eux. D'accord. Merci beaucoup. Discussion présente sur les enfants. Et il y a aussi une. Sur l'homme. Ok. La femme est autoritaire. Ok. Merci. C'est une bonne moisson. Intervention et comportement de Fanny et d'Alès. Ok. D'abord, on prend Fanny. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que Fanny a dit? Et ensuite, on va parler de Alex. Oui. Parler des deux. D'accord. Que ça vienne de Alex comme de Fanny, ce qu'il y a de bon, c'est que tout ce qui a agi sur les résultats de leur fille est sorti. Que ça soit dans le comportement de Fanny ou dans le comportement d'Alex. D'accord. Bon. Donc, les deux ont sorti la vérité sur ce qui a conduit à l'échec de leur fille. Merci. Autre avis sur la question? Oui. La sœur Fallon. Les deux ont conscience qu'il y a un problème et on discute. Ok. Les deux ont conscience qu'il y a un problème. Oui, merci. Oui, Jérémy. Oui, je sens que la parole est libre dans ce couple. L'homme parle, il dit ce qu'il pense, et la femme aussi, elle parle, elle répond ce qu'elle pense. D'accord. Parole libre. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? En résumé, les deux ont eu le mérite d'avoir craché la vérité, d'avoir dit ce qui constitue le frein, l'obstacle ou le handicap au succès de leur fille. La parole est libre, ils se sont exprimés. Merci. Et que leur faites-vous comme reproche? Que faites-vous? On dit c'est le toi, hein, que reproche. Donc, désormais, ils devraient s'échanger sur l'évolution de l'enfant à l'école. Ils devraient suivre l'enfant de jour en jour. Ok, merci, chère petite. J'ai se chamaillé sans s'asseoir eux deux, sans les filles, pour mieux en discuter avant de voir où ils devaient mettre l'enfant pour qu'elle donne de bons résultats. Ok, donc il semble qu'il y a un manque de communication. De avant communication et décider de la- d'idées, oui, d'idées. Ok. D'accord, merci. Oui, Et sur l'autre, et même sur leur relation, les amis, les cousins et autres. d'accord. Merci. Mais par rapport à des questions très très capitales, il faut en parler pendant qu'il est encore temps. C'est aussi un aspect à soulever. Alors, pour ceux qui vivent déjà en couple,
Le 3 dit ceci: vous retrouvez-vous dans certains de ces reproches, Alex et Fanny? Oui. Pas de suivi de l'enfant et peut-être on laisse à la charge de la maman seule et par la suite c'est au résultat on comprend l'enfant et on s'accuse mutuellement sans s'accuser soi-même qu'on n'a pas suivi l'enfant là dès le départ. Donc je me retrouve parfaitement dedans. Merci. 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 La question numéro 4. Quelles peuvent être les conséquences de leur comportement sur leur famille? Ce que Alex et Fanny ont eu comme attitude, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur la vie de leur famille? Oui. Et déjà à partir de cette fille-là, c'est qu'à l'école, il se pourrait que son professeur, pendant qu'il lui fait de reproches par rapport à quelque chose, en voyant déjà la manière dont ses parents parlent, elle-même pourra répondre directement à son professeur. Et en tout cas, le professeur n'a pas fini de parler et elle aussi pourra commencer à parler. Ça, c'est déjà une première conséquence. L'autre chose, c'est que dans la société, et notamment en Afrique ici, c'est dit que lorsqu'une grande personne parle, il faut se taire, l'écouter. Mais quand elle voit déjà la manière dont ses parents parlent, c'est que face à quiconque on lui parle, bon, elle va lever le ton, s'adresser et la société dira que ses parents l'ont mal éduqué. Ok, merci. Est-ce qu'il y a par rapport à cette préoccupation d'autres réactions? Oui, moi, je peux dire, avec ça toujours, l'éducation des enfants sont ratées. Ils sont livrés à eux-mêmes pour beaucoup de choses. Même toi, parent, papa ou maman peut te parler comme ça. Tu peux lui répondre comme tu veux. Parce que ça se passe déjà entre nous les grands. Les enfants ne savent plus comment parler aux parents parce que nous-mêmes, on se tire à tort et à travers déjà. Donc, l'éducation est ratée là. Okay. Merci. Oui, frère Jérémy. Bon, j'estime qu'ils vont finir par trouver la solution à leur problème. Oui. Puisque de toutes les façons, ils ont commencé, même s'ils ont pris de travers, mais je crains que ça crée des antécédents graves. Parce que mine de rien, ils se sont dit des choses très importantes qui ne seront pas faciles à effacer de sitôt. Donc ça pourrait avoir des conséquences plus ou moins indélébiles, plus ou moins permanentes, en tout cas qui vont pouvoir tenir dans le long terme dans leur relation, malheureusement. Merci. C'est marié, vivre ce que papa et maman ont vécu à côté de moi. Je ne vais pas me marier pour vivre ce que mon père et ma mère ont vécu à côté de moi. Ça veut dire que c'est dégoûtant, ce que le père et la mère ont vécu, c'est dégoûtant pour que quelqu'un veuille se marier pour vivre ça. Voyez un peu comment notre contre-témoignage peut démotiver jusqu'à faire perdre la vocation au mariage à quelqu'un. Et si cette fille-là veut devenir religieuse, c'est que c'est une religieuse ratée. Ce n'est pas une vocation. C'est pour ne pas rester célibataire qu'elle dit « je vais plutôt rester là pour me caser ». C'est ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la vocation de se marier qu'on devient religieuse. C'est une autre vocation. Et il faut l'avoir reçue. Voyez-vous, les parents peuvent se dire de n'importe quoi quand ils sont seuls et s'entendre après et oublier. Mais quand les enfants ont entendu, suivi, même quand eux s'entendent, l'image reste gravée dans le cœur des enfants. Et c'est difficile pour eux de revenir pour leur dire « non, oubliez, nous là on s'entend maintenant ». Eux, ils ont gardé. Et eux, ce qu'on leur dit, c'est à peine qu'ils gardent ça au quart. Mais ce qu'ils nous voient faire, c'est en plein. Plus de 90% ce qu'ils nous voient faire là, ils gardent ça. Donc, nous les éduquons plus par l'exemple que par nos paroles. Vous avez beau dire, ne faites pas, il est bon, mais c'est ce qu'ils nous voient faire qui gardent finalement. Et c'est important que les parents le sachent. On va laisser la dernière question et continuer d'abord ce qu'on est en train de faire. Merci à vous tous. Vous avez déjà beaucoup d'idées, de très bonnes idées sur la problématique. Et nous allons essayer
de rassembler tout cela et faire une sorte de synthèse. Dans un premier temps, frères et sœurs, avec vous, on va voir un peu les manifestations des crises. Quand il y a crise, quand il y a problème, qu'est-ce qui permet de le savoir? C'est la première partie. Alors, puisque les crises ne sont pas de même nature, conséquemment, les manifestations varient. Il y a des sentiments de peur, de frustration, de déception, d'humiliation. Et en réaction à tout cela, le ton monte. Il y a les rancunes, il y a le refus de parler, le refus de manger, le refus d'avoir de l'intimité, le refus de se pardonner. Il y a les bagarres, la séparation de corps, le divorce et même les crimes passionnels. C'est-à-dire qu'un conjoint tue l'autre. Ça peut aller jusqu'à ces extrémités-là. Je crois que vous retrouvez dans tout cela, quand le ton monte, quand on se parle à peine. Voilà, arrivé, merci. Ça arrête là-bas. Et puis après, on ne dit plus rien. Tu as fini? Oui. Non? Quand vous voyez ça, il faut savoir que ça ne va pas. Et bon, papa, bonne arrivée. Le repas est sur la table. Ok. Si c'est ça le dialogue d'un couple le soir, ça veut dire qu'il y a problème. C'est un bon couple vit au-delà de question-réponse, question-réponse. Ouais. Alors, les personnes impliquées dans les crises réagissent de manière différente aussi. Nous allons noter ici 4 différentes réactions. La première, le rejet ou le refus d'admettre qu'il y a crise. Il y a problème, mais quelques démonstrations, je parle français, je parle, et c'est lui qui a tort. Ça, c'est le bouc émissaire, la pratique du bouc émissaire. Il y en a qui sont forts dedans. Ils peuvent transformer le noir en blanc par leur acrobatie intellectuelle, leur gymnastique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la victimisation. La victimisation. C'est feindre de ne pas voir les vrais enjeux, de ne pas reconnaître sa vraie culpabilité, mais de dire j'accepte tout. Comme c'est moi qui fais toujours mal ici, j'ai le dos large, j'accueille ça encore. C'est bon, c'est moi qui ai causé le tort. La personne dit qu'elle accepte tout, mais dans son fond intérieur, ce n'est pas ça. Pour qui elle a paix, je dis oui, c'est moi. Ça ne dure pas. On parle de la victimisation. C'est donc une fausse résignation. Et la 4e réaction, on appelle ça le suicide. Le suicide là, ce n'est pas d'abord se tuer, non. C'est d'abord psychologique. Dans certains cas rares, physiques. C'est comme si je me dis, plus rien n'ira ici. On ne changera pas. Celui-là, c'est comme un âne, il ne peut jamais changer. Bon, je le prends comme ça. Et je ne fais plus aucun effort de mon côté, parce que je dis que ça ne mérite pas qu'on fasse des efforts avec celui-là ou celle-là. Ce sont des comportements. Mes frères, mes sœurs, avant de savoir véritablement comment on peut aborder les crises pour les régler, il faut d'abord qu'on remue un peu les facteurs ou les causes qui conduisent souvent à ces crises. Donc, facteurs susceptibles d'engendrer ou de faire perdurer les crises. Et sous cette rubrique, je voudrais voir avec vous d'abord les facteurs antérieurs au mariage. Avant de nous marier, il y a des choses déjà en nous, au niveau de l'homme, au niveau de la femme, qui peuvent plus tard facilement provoquer ou faire perdurer les crises. Parmi ces facteurs, il y a l'impréparation au mariage. Certains, c'est parce qu'ils ont l'âge et les moyens qu'ils sont mariés. Mais il n'y a pas eu de préparation. Pour eux, même la conception du mariage est floue. Il y a des gens qui pensent que
Ils ont été au mariage d'une cousine, où il y avait trop de cadeaux. La fête était très grande et ils veulent se marier. Donc, c'est pour avoir beaucoup de cadeaux et pour être à l'honneur un jour. Leur motivation principale, c'est ça. Ou bien, si tu vois la dot de la soeur de tel ami, non, il y avait trois bâchés. Donc, lui veut se marier pour avoir une grande dot. Ça veut dire que le mariage lui-même, sa compréhension est déjà biaisée chez cette personne. Ah, moi, je n'ai pas beaucoup évolué, mais lui, là, il a un bon boulot. En me mariant avec lui, je vais pouvoir me caser. Je ne vais pas mourir de faim. Je vais manger. Si c'est ça le mariage, pour lui, c'est un problème. Bon, moi, j'ai beaucoup de défauts. Je vais trouver une femme qui est calme, qui ne dit rien pour m'accueillir comme je suis. Certains, c'est ça leur recherche. Et eux ne cherchent plus à s'améliorer, à changer, mais ils veulent être comme ça, disant que leurs défauts sont des principes. Et la femme qui vient, ou l'homme qui vient, c'est à lui ou bien à elle d'accepter. C'est biaisé. Il y a les mariages contractuels, mariages d'affaires. Son père et mon père font des affaires ensemble. Si on ne se marie pas, leurs affaires ne vont pas prospérer. Ça, c'est mariage affaires. Ça existe aussi. Après ça, il y a, toujours parlant d'une mauvaise préparation des mariages, la mauvaise conception ou application de quitter et s'attacher à. Dans Genèse 2, après avoir fait Ève pour Adam, Dieu dit, aussi l'homme quittera-t-il son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous les deux ne feront plus qu'un. S'il vous plaît, ça a besoin de préparation. Ce n'est pas le jour du mariage, mais il y a des degrés d'importance. La femme vient avant, l'homme vient avant les parents. Et dans la société, on dit souvent, la femme peut vous quitter, l'homme peut vous quitter, mais les parents, jamais. Par conséquent, c'est ça qu'on entend dire. Si, par rapport à ça, vous n'y croyez pas, l'Écriture va s'appliquer à vous. Va, qu'il te soit fait selon ta parole. Ce en quoi tu crois, tu arriveras comme ça. Parce qu'il y a des degrés de foi dans le succès de la relation conjugale. Ah, tout de moi, tout le monde, le mariage là, ça se dissout, ça ne marche pas. Est-ce que le mien va marcher? Oui, même si c'est 1 sur 10, c'est le mien. Il marchera, j'y crois, je travaille pour. Mais si je doute en permanence, je vais faire aussi partie de cette gamme de gens dont le mariage échoue. Autre chose, quand je suis enfant unique, je suis un cas entièrement à part. Et il faut que je comprenne le problème que je suis moi-même. Les enfants uniques sont des problèmes. Parce que dans leur unicité, le regard que la famille pose sur eux est un regard particulier qui crée des ennuis à l'épouse ou à l'époux. C'est la seule chose dont ils disposent. Donc tout le monde le regarde, la regarde. Et les enfants uniques, la plupart du temps, ne savent pas donner. Tout leur appartient, mais eux n'arrivent pas à donner. Sauf si on les a mélangés à des cousins, cousines, et ils ont vécu. Sinon, ils sont là, même grands, ils n'arrivent pas à donner. Tout est à eux. Même dans le mariage, ils ont du mal à donner. Et on les célèbre, on les choisit tellement qu'ils pensent qu'on doit les choisir partout. C'est des handicaps graves pour la vie à deux. Ensuite, il y a les mauvaises prédispositions à communiquer. Dans l'étude de cas de tout à l'heure, beaucoup ont parlé de communication. Et les spécialistes des questions conjugales, en l'occurrence Van Pelt, qui est une américaine, ils ont dit que la première cause des problèmes conjugaux, c'est la mauvaise communication. Ils ont même listé 10 principaux motifs de rupture conjugale et c'est la communication mal conduite qui vient au numéro 1.
elle est en amont et en aval. Et Alex et Fanny se sont rencontrés pour parler, mais les propos qui sont sortis ne sont pas des propos de nature à conduire à la réconciliation. On a entendu des vérités, mais dites comment. Si à la fin, Alex dit, la relation a assez duré, prend mes dispositions, ça veut dire qu'il pense évoluer seul. Est-ce qu'on peut réussir seul l'éducation de sa fille? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que l'homme peut seul sans la femme? Mais il faut laisser l'ego de côté, s'asseoir pour bien parler. La communication. L'absence de repère, Dieu, mes frères, mes sœurs, quand les deux membres du couple croient vraiment en Dieu, et pas une foi sans les œuvres, mais une foi avec les œuvres, le comportement à l'intérieur du couple change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au moins, je considère ma femme, mon époux, comme le prochain de l'évangile. Parce qu'au prochain, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Est-ce que ma femme au moins, mon époux au moins, occupe dans mon cœur la place du prochain de l'évangile? Parce qu'il y a des couples là, quand on les entend, c'est comme si c'est deux vulgaires ennemis qu'on a mis ensemble dans une cabine. Rien d'affectif. Et pourtant, ils s'appellent époux, épouse. Autre chose, si vous oubliez tout, gardez celle-là. Quand Dieu faisait Adam, Ève n'était pas là. C'est clair, non? Oui. Quand il a voulu faire Ève, l'Écriture raconte qu'il a fait tomber un sommeil profond sur Adam. Donc, Adam non plus ne sait comment on a fait Ève. En conséquence, Ève est un mystère pour Adam, Adam est un mystère pour Ève. Les deux étant donc des mystères l'un pour l'autre, ils ne peuvent pas vivre ensemble du matin au soir s'ils ne se mettent pas à l'école de Dieu, qui connaît leur mode d'emploi et qui sait comment ils sont faits. Ça veut dire quoi? Si le souci de réussir la vie, le boulot, la profession et les missions, si tout ça nous fait oublier Dieu, la pratique de Dieu, l'adoration de Dieu, c'est que notre foyer est bâti sur du sable. Et chacun, n'est-ce pas, des membres fera l'effort de garder sa relation à Dieu, c'est-à-dire à travers la prière personnelle, l'adoration, mais la prière du couple est d'une importance capitale parce que Satan sait que l'Écriture dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et il fait tout pour décourager les prières du couple. Je suis trop fatigué, j'ai des copies à corriger et on ne prie pas en couple. Satan connaît la force de la prière en couple. Donc c'est important de le savoir. L'autre nom de Dieu, c'est l'amour. On est d'accord? Or, c'est l'amour qui unit un homme et une femme. Ça veut dire que on parle de 2 personnes, mais c'est en fait 3 personnes. Dieu est au milieu de nous. Au cœur de toute histoire d'amour, il y a Dieu. Quand on ne reconnaît pas ça avec la place qui lui incombe, les dégâts sont plus nombreux. Les conséquences des blessures. Chacun de nous, par le passé, a eu des blessures. L'éducation reçue, notre environnement, avec qui on a grandi, ainsi de suite. Et ces blessures qui sont des taches sur l'âme, parfois nous empêchent, à dire que dans la tête, on voit que c'est bon, il faut faire cela. Mais on n'arrive pas à le réaliser parce que les blessures sont là. Et il ne faut pas des prières en être guéri, sinon on bavarde, on n'y arrive pas. Et les blessures sont de plusieurs ordres. Je vous donne juste un exemple. À l'école de mariage du couvent Saint-Dominique de Cotonou, on a formé un couple, des couples. Et à la fin, au dernier jour, il y a une récollection pour les couples. Et il y a un questionnaire qui guide le devoir de s'asseoir de ce jour-là. Et on se demande, on vient de suivre une formation de 3 mois, est-ce que tu penses que je suis toujours la personne que tu choisis pour aller au mariage avec, ou tu as déchanté? Sinon, que me reproches-tu? Qu'est-ce que tu attends de moi pour que je m'améliore? À cette question, une dame a répondu, une fiancée a dit, moi je n'ai plus aucun effort à faire, j'ai déjà tout fait.
je n'ai plus rien que je puisse faire de nouveau. J'ai déjà tout fait. Il vient de faire 6 ans d'amitié. Et l'homme dit, ah, moi, j'ai supporté tes caprices pendant 6 ans en pensant que cette formation te donnerait des lumières pour que tu changes. Comme tu ne peux pas, on doit mettre fin à ça. Et effectivement, ils ont mis fin à leur relation. Alors, je vais vous parler de blessures. On a écouté après la femme pour dire, mais qu'est-ce qui t'amène à penser que tu ne peux plus rien faire? Parce que d'abord, ce n'est pas humain. Un homme qui dit que lui ne peut plus rien faire de mieux, quoi. C'est comme si il est devenu saint, il n'a plus rien à faire. Elle n'a pas voulu parler avec nous, mais quand on a fouillé, quand elle a parlé un peu de sa vie, tout était lié à sa vie. Et elle avait 6 ans, quand leur père a abandonné leur mère avec une de ses soeurs, elles sont 2, pour aller au Gabon. Symbole d'accueil, de paix. Il n'y a pas de question pour donner de l'eau à chaque quelqu'un chez nous. Vous voyez, quand j'ai épousé ma femme, quand elle parle là, elle est fond. Moi, je traduis son fond là dans ma langue pour dire, mais viens si, mais à quoi? Vous comprenez? Alors, j'ai fini par comprendre que non, c'est ce qu'on dit dans sa langue, ça. Ce n'est pas signe d'irrespect. Donc, il y a des clivages au plan linguistique qui peuvent exposer le couple à des crises inutiles. L'amour éros non évolutif peut être signe de crise. Tout amour, comme disant mariage, commence par ce que les yeux ont vu, ce que les oreilles ont entendu, la main a touché. Tout commence par là, les sens. Mais l'amour qui Dieu ne peut pas s'arrêter au sens, il s'arrête là, c'est que c'est un amour sur des béquilles. Si c'est la beauté ou le physique de l'homme, une maladie, un accident peut faire dénaturer complètement cela. Et vous allez perdre relativement long, on peut savoir ce qu'il est. Mais pas de même tempérament et que l'on apprenne avec l'autre. Si le sanguin avec le flegmatique, le sanguin apprendra à se taire un peu, le flegmatique à parler un peu. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, la méconnaissance de ces tempéraments crée des problèmes dans le mariage. La méconnaissance des tests canoniques, civils et coutumiers aussi peut être source de problèmes. Je vais maintenant parler, il faut en tenir compte. Donc, voilà des choses. Et il y a des hommes qui n'arrivent pas à supporter cela. Donc, ils doivent savoir que le célibat doit être enterré pour que la vie conjugale naisse. Deuxième passage. Non, avant ça, les sorties sans permission. Quand on est célibataire, parfois on dit à maman, maman, je sors. Ce qui est même mauvais. On doit apprendre à dire à maman, papa, où on va. Même à des cohabitants, parce que parfois quand l'homme sort, et personne ne connaît sa destination, mais c'est dangereux. Quand on dira, il est allé où? On ne sait pas. Il n'est pas arrivé depuis 3 jours, il est où? On dit, on ne sait pas. Mais ce n'est pas bon pour notre propre gouverne, nous-mêmes d'abord. La gestion des amis et des collègues. Mais il y a des célibataires qui continuent à se comporter comme s'ils étaient célibataires. Célibataire, c'était la belote, les buvettes, et le soir avant de rentrer au boulot, on passe avec les amis, on joue, on rentre à la maison à 23 h au mieux, parfois à 1 h du matin. Ça, c'est purement célibataire. Je ne peux pas amener une femme d'autrui chez moi, la laisser aller rentrer tous les soirs à 1 h ou bien à 23 h. Non. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de personnalité. Ça joue aussi là. Je suis avec mes amis parce que se marier n'est pas une prison. 20 h, il dit, je vais partir. Il dit, hein, c'est quoi? Il n'est que 20 h, non? Il dit, oui, je dois partir parce qu'à la maison, j'ai épouse et enfant. Nous aussi, nous avons des enfants. Mais ils ne jouent pas leur rôle. Si vous n'êtes pas en voyage, vos enfants doivent voir leur père avant de s'endormir. Même s'ils sont bébés. C'est différent de quand on n'est pas sur le territoire. Mais si vos enfants s'endorment avant votre arrivée et vous partez avant leur réveil,
Vous êtes un père mercenaire, vous êtes un père par dérogation. Vous n'êtes pas un vrai père. Vous saurez ce qui leur manque comment. C'est en observant les enfants s'amuser qu'on peut savoir ce qui leur manque. Donc, même si les gens ont honte de dire, à cause de mon épouse, je dois rentrer, il y a au moins les enfants qui nous doivent nous forcer à rentrer. Donc, c'est des choses qui importent de cela. Les coups de fil la nuit, par respect pour mon épouse, à partir de certaines heures, je ne prends pas de coups de fil. Et mes amis me connaissent comme cela, sauf urgence, ils peuvent écrire. Pas dans le lit conjugal. D'abord, quand nous sommes dans le lit, nos deux portables sont au salon. Parce qu'il ne faut pas dormir avec le portable au chevet. Ceux qui ne savent pas, le portable doit être ailleurs, parce qu'il y a des vibrations, des ondes qui nous sont nocives. Je peux avoir ma femme là, et appeler des gens, et parler de tout et de rien, puis dire que je suis libre. Non, par respect pour elle, je ne le fais pas. Et si l'appel est urgent, je vais au salon pour prendre l'appel. Pas parce que je me cache, mais parce que je perturbe sa quiétude. Or, dans le lit de célibataire, je fais tout. C'est pourquoi il dit que la chambre séparée permet de faire ça jusque tard la nuit. Tu vas aller uriner, tu m'as dit quand tu parler aux gens. Oui, oui, ça va. D'accord, tu dis, il dit encore quoi à qui en ce moment-là? Oui, chambre séparée. Conséquence. Autre élément, passage de l'état conjugal à l'état de famille. État conjugal. On est deux, la femme tombe enceinte. On bénit le Seigneur, on est très content. Mais la grossesse là peut être source de problèmes. Vous savez ça? Comment? L'homme doit désormais dépenser plus qu'il ne le faisait. Même s'il a l'argent, c'est des soustractions. Et quand il ne l'a pas, c'est des prêts. Ça l'énerve. Il est indirectement énervé. La femme en état parfois ne dort pas bien la nuit. Des malaises. Il n'est pas habitué à ça. Son sommeil est perturbé. Parfois, elle le réveille. Quand ma femme était enceinte de notre premier enfant, un soir, vers 2h du matin, elle me réveille. JB, il dit oui. Diana, tu as quoi? Il dit, tu sais ce dont j'ai envie maintenant? Il dit non. Salade. Elle a envie de prendre de la salade. Vous suivez? Ce qui commence à discuter, c'est quoi? Nous deux là, pour nous coucher, on avait 600 francs. Nous deux, on avait de la chambre, on avait 600 francs. Et il est 2 heures. Donc, aucune condition n'est réunie pour manger salade. Et pourtant, elle me réveille pour me le dire. Et j'ai dit, une telle lade, la salade. On a commencé à rire, nous les deux. Et, chers hommes, à des moments donnés là, il faut y mettre de l'humour. Sinon, vous allez craquer. Alors, ta mère, ouais, ça ne va pas chez toi? Non, ça là, c'est macho. Il faut y mettre de la blague pour tenir. D'accord? Et il y a un cas, ça c'est à Bodje. La femme était enceinte et a dit qu'elle a envie de prendre de talé. Talé là, on prépare ça à PK3 ou de Porto-Novo. L'éducation à donner à l'enfant peut exposer à des crises. Et parlant de ça, nos blessures d'âme jouent beaucoup. Ah, j'ai trop souffert quand j'étais enfant. J'étais resté chez une tante, j'ai trop souffert. Mon enfant ne souffrira pas. C'est une bonne chose, mais ça a des inconvénients. On ne va pas le doloter au point de le gâter. Inscrire l'enfant à Saint-Jean alors qu'on est à Kassato, ça fait partie. J'ai fait le public, j'ai souffert, mon enfant jamais, il ira ici. Oui, mais encore faut-il définir les conditions, voir les moyens, voir la faisabilité. C'est pas parce que les enfants des amis sont là-bas, il faut que le vôtre soit forcément là-bas. Parce que sur ces questions, il doit aller à l'école, s'habiller, ça c'est les besoins. Et on dit, les désirs des enfants, seulement à 10%, les désirs, bonbons, biscuits, je vais acheter tel jouet, ça ce sont des désirs. Ça veut dire que leur absence ne tue pas quelqu'un. Et ne laissez pas vos enfants vous mener par le bout du nez par rapport à leurs désirs. L'enfant pleure, il demande le portable, donnez-moi ça pour que j'ai la paix. C'est une erreur grave. On ne peut pas contenter avec son portable pour qu'il se caisse. On le tue.
Et quand le père lui dit, maman, tu trouves que le père n'aime pas suffisamment son enfant. Non. Le portable n'est pas un jouet pour un enfant. Chez nous à la maison, c'est le gars qui vous donne accès au portable. À la maison, on a un fixe où on peut jouer les enfants, on peut appeler. Mais quand le baccalauréat nous achète nous-mêmes un portable. Parce qu'avant, il y a une question de maturité. Il y a des parents qui, parce que l'évaluement, ils ont besoin de leur enfant un portable. Ce n'est pas un Android. Normalement aussi, bon, moi je suis à la maison et leur grand-mère est à la maison. Pour nous, on reste ensemble. Tu finis, tu me redonnes, tu donnes à mener si tu finis. Mais je parle pour, par exemple, ma soeur, elle, comparativement à moi, elle ne reste pas à la maison. Oui. Ceux-là, comment elle... Tout à fait. Je suis sensible à cela. Si c'est des parents où les deux sont toujours partis, où ils ne sont pas là, il faut qu'il y ait un adulte qui réglemente ça, ou quand ils finissent, ils remettent. Vous savez, là vous réveillez à 3 heures, et votre enfant sera encore déconnecté. Vous allez travailler. S'il vous plaît, on fait de petits monstres. Pour tout clore, il y a des sites et un livre qu'un de leurs professeurs leur a indiqué qui a entraîné le début de sa folie. Il a fait près de 6 mois à Diaco. Oui, c'est une arme redoutable dans nos mains, ce portable. Et il faut éduquer les enfants pour que, même quand ils vont la voir, quand ils seront grands, qu'ils l'utilisent à bon escient. Il faut qu'ils sachent que toute chose a son envers et son revers. Et que ce que les yeux voient, quand ça entre dans le corps, on n'est pas toujours responsable de sa digestion. Non, je suis fort, ça m'arrivera, rien ne m'arrivera. Tu peux voir. C'est ce que tu dis. Tu as été fort jusqu'à hier. Mais tu ne sais pas de quoi l'instant présent et demain seront faits. C'est important. Il y a des enfants mûrs avant l'âge. Je ne parle pas de maturité intellectuelle. L'enfant peut être premier du Bénin au baccalauréat, être immature. Ça, c'est maturité intellectuelle. Maturité affective, là. Comment l'enfant là est pondéré, comment il voit, comment il raisonne. Il peut avoir de portable et ne pas l'utiliser pour des choses mauvaises. Il y a des enfants qui ont la connexion Internet dans leur chambre, mais l'utilisent pour des choses efficaces. Alors qu'il y en a qui vont aller dans les cyber pour faire ce qui est interdit. C'est aussi question de l'éducation que les parents donnent aux enfants et du degré de franchise, d'ouverture. Il faut avec vos enfants échanger. Chez nous à la maison, tous les 3 mois, on a eu une rencontre avec les enfants où ils nous disent ce qu'on leur a fait qui ne leur a pas plu. Et quand on s'excuse, quand on présente des excuses, nous aussi on leur dit ce qu'ils nous ont fait. Entre eux, ce qu'ils ont fait l'un à l'autre. Quand un enfant, avec un ton poli, peut dire à son père, à sa mère, papa, je n'ai pas aimé ça, il est responsable. Quand il le dit à la maison, il peut le dire à l'école, il peut le dire dans la rue. Mais si on l'éduque pour dire oui, oui papa, oui maman, et dit ça à tout le monde, il le dira dans la rue aussi parce qu'il n'a pas appris à remettre en cause. Et ce serait la faute des parents. Jusqu'au choix des métiers. Ah, mon grand-père est mort parce qu'un médecin n'est pas arrivé à temps. Toi, tu vas devenir médecin. Ça, c'est quelqu'un me dit ça. C'est un décret pour devenir médecin. Il peut tout aimer sauf la médecine. Il faut l'écouter. Un gars a fait la médecine avec les 7 ans, ma mention très bien. Il a dit, papa, voici ton diplôme. Maintenant, je vais aller faire ingénieur en informatique. Est-ce qu'il me plaît ça? Il a fait médecine, il a remis le diplôme à son père. Parce qu'on veut décider à la place des enfants. On peut les canaliser, mais on ne va pas tout leur imposer. Il y a des choses à leur imposer quand ils ne comprennent pas. Mais il faut d'abord expliquer. C'est important. Ok. La crise de la quarantaine. Les enfants qui n'ont pas fait la crise pubertaire, chez qui les parents ont étouffé toute velléité à la puberté, vers la quarantaine, ça les rattrape. Elle voit des papas vers la quarantaine qui ont des allures, des habillements de jeunes quoi. Et on dit mais qu'est-ce que le vieux là a? Parce qu'on va comprendre que c'est à cet âge-là maintenant que lui, il s'habille comme les jeunes. Non, il n'a pas eu le temps de faire la crise pubertaire. Maintenant il trouve que je serai vieux. Donc il trouve que la jeunesse est complètement en arrière et il veut se rattraper un peu. Et avec
tous les dégâts possibles. Pour les femmes, à l'époque là, c'est pas la même chose. Chez elles, c'est surtout au niveau du vocabulaire. Quand tu l'appelles maman, elle dit non, non, je ne suis pas maman de quelqu'un. Appelle-moi Thérèse. C'est comme si, à cette d'être maman là, réduit ses choux ou expose. Et comme l'a dit un homme, nous les hommes, on voit nos cheveux blancs. Mais les femmes, parce qu'elles se tressent, on ne voit jamais leurs cheveux blancs. Mais les cheveux quand même blanchissent quoi. Ouais. Bon. Pour ceux qui auront la chance de devenir vieux, vers la vieillesse, il y a des crises. Les crises, c'est quoi? On s'accuse réciproquement si les enfants ne sont pas parvenus. Vous êtes retraité, ou que vos enfants ne travaillent encore. Et maman dit, c'est toi la cause. Quand il a voulu qu'il fasse le lycée, il a dit non. Enfin, c'est moi, ce sont les conséquences, ça. Et il s'accuse. Il y a les maladies, les décès de proches et consorts qui font que chacun commence par s'occuper de lui-même. Papa ne voit que ses médicaments et consort néglige l'autre et cela peut exposer à des crises. Autre niveau de crise dans le mariage, c'est l'impact des beaux-parents. Était la question de l'intimité. Écoutez-moi s'il vous plaît, ceux qui sont déjà en couple. C'est si crucial que dans les écoles de mariage présentement, on a introduit le thème. Parce que personne n'est formé pour aborder l'intimité, personne n'en parle ouvertement avant le mariage pour nous. Mais chacun veut avoir le partenaire exemplaire au lit. Chacun veut qu'il satisfasse ses désirs sexuels comme il faut. Mais personne n'a été à une école où on a été formé pour ça. Tout le problème est là. Et ce qui a aggravé le problème, c'est que les uns et les autres, parfois, ont fait des expériences avec d'autres personnes avant d'être dans le couple. Et ont tendance à comparer. Oh, avec Yves, c'était comme ça. Avec Myriabel, c'était parfait. On ne le dit pas ouvertement. Hein. Dans son cœur, on le dit. Et avec l'autre, oh, il est moche. Si on le dit toute sa vie, sans créer des occasions pour échanger, c'est qu'on finira par tricher. Il faut en parler. Il faut de l'humour pour en parler. On peut acheter un livre qui en parle, offrir ça à l'autre, vous lisez et puis vous en discutez. Chez mon épouse et moi, comme nous sommes du milieu de l'enseignement, parfois elle me dit, tu as 12 sur 20. C'est une manière, parfois elle dit non, c'est en deçà de la moyenne. Parfois elle dit c'est bon, c'est 16, 17. C'est ridicule, mais ça permet d'avoir une idée de la performance. Et moi aussi, je trouve mes thèmes assez bien passables pour parler de la participation. S'il vous plaît, il y a des couples, leur problème c'est là. Comment aborder l'intimité? Les phases préparatoires. L'essentiel. L'après-intimité. Depuis quelques messages qu'on s'envoie dans la journée, messages très très tendres, affectueux, les clins d'œil, les tapes sur l'épaule, la minute que maman a mise pour vous le soir, la musique douce qu'elle a allumée, le repas aphrodisiaque qu'elle a préparé au dîner, tout cela interpelle et invite. Et là, il faut beaucoup lire le langage non verbal. Parce que ce n'est pas des choses qu'on dit toujours ouvertement. Et quand on n'est pas attentif à l'autre, quand on revient et on a que son portable et puis son ordinateur, on ne voit rien. Un gars a dit, couille à la main. On a tout fait pour toi, tu ne vois que Champions League. Alors, donc le langage non verbal ici est important. Et on ne peut pas. Il y a une fête ici, on dit non, c'est pour votre plaisir. Maman n'a pas demandé en tant que papa rajoute l'argent à la popote et pourtant elle a créé une entrée, un meilleur entrée. D'accord? Juste pour rompre la monotonie. On dit tous les mardis soirs, la pâte, mercredi, tant. Finalement, on est habitué. On va comment il n'y a pas de soir. C'est les enfants disent. D'accord? Parfois, on rompt un peu la monotonie. Jusque dans le lit. Parce que parfois, il y a des couples,
où la suspicion règne en maître. Tu as appris cette position-là d'où? Avec qui? Non, s'il vous plaît. Si c'est comme ça, il faut acheter un livre et monter la position. Parce que la même position, tout le temps, peut devenir fade. Il faut innover. Il y en a, avant le mariage, ils se retrouvaient autour d'un jeu. Belote, piscine et consorts. Quand ils sont ensemble, ils ont perdu le goût. Mais il faut réinventer un jeu pour vous. Chez nous à la maison, on fait belote, on fait ludo. D'accord? Avec mon épouse, certains soirs, on sort. Marcher même à deux dans les rues de son quartier avec son épouse, c'est de la joie. Aller prendre un pot et revenir, c'est de la joie. Parce qu'il y en a qui ont honte d'être avec leur époux ou bien épouse. C'est comme si le choix est mal fait, quoi. Et ils créent tout pour être seuls. Ce n'est pas bon. Alors, l'émancipation de la femme mal comprise et mal assumée. Crise. Il y a une dame qui faisait une conférence sur les droits de la femme, émancipation, et pendant qu'il y avait atelier à la pause, elle était en train de traiter le quinquin, quoi. Pour amener ça à la maison. Et la femme dit, ah, comment on fait ça aussi? Il dit, oui, ça là c'est pour la maison, ici là c'est pour vous ici. Donc ça veut dire quoi? Elle a la tête sur les épaules. Parce qu'il y en a qui pensent que la femme devenue l'égale de l'homme, c'est comme on fera des tours à la cuisine. Papa, tu as la cuisine mardi, mercredi, je prends lundi. Ça, c'est des énormités. L'homme peut aider spontanément à la cuisine, mais il ne faut pas lui faire un calendrier. Papa, c'est quoi? Tu veux faire la cuisine aujourd'hui? Tu as fait ça hier, non? Non. S'il le fait spontanément, il ne faut pas lier ça en calendrier pour lui. Maintenant, votre femme est seule, elle a un enfant. L'amour vous oblige à ne pas rester les bras croisés, mais à l'aider. Et Obia, toi tu es devant la télévision qui dit Obia alors que la femme pleure. S'il vous plaît, où est l'amour? Et autre crise à éviter, si vous avez des parents de part et d'autre qui ne sont pas des parents progressistes, mais avec la mentalité villageoise, quand ils sont là avec vous, pas de papa en train d'écraser piment, pas de papa à la cuisine. Sinon, ils vont dire, quand ils vont rentrer au village, ils vont envoyer des missiles, sol, pour arrêter ça. Je sais de quoi je parle. Les parents qui sont là, on arrête ça. On dit, il a souffert, maintenant son garçon écrase au piment à son épouse. Et Dani, donc, parce qu'eux ne sont pas encore. Or, si ma mère est avec moi, c'est elle-même qui va me dire, va aider ton épouse. Parce que pour elle, ça ne veut rien dire. Donc, il faut connaître vos parents et savoir comment vous comporter. Et vous les femmes, envers qui vos maris ont de ces comportements, d'aide à la cuisine consort, n'en parlez pas à vos consorts, à vos voisines. Gardez la bouche. Ah oui, mon mari, il fait ci, il fait ça. Rentrez chez elle, dire à ton mari, toi tu es ici, tu manges mal. Mais votre femme, parce que c'est le plus dur pour l'homme, et dit, comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc, le rôle de chef de l'homme, c'est à l'image de ce que le Christ a fait en se sacrifiant et non en étant chef pour terrasser. Femme, soyez soumise. Ce n'est pas être serpillière, mais c'est avoir du respect pour l'homme en sa présence comme en son absence. L'exhortation apostolique Afrique Munus, il assignait des rôles, des missions respectives pour la réussite de la paix. Au mari, il dit, il conseille de renoncer à l'égophallocratie et à se rappeler qu'ils n'ont pas reçu du Seigneur un pouvoir tyrannique à la tête des familles. Le pape encourage la bravoure des femmes qu'il appelle les colonnes vertébrales des familles africaines. L'Église, dit-il, compte sur vous pour que les familles tiennent et pour transmettre l'amour avec délicatesse. Chères femmes, l'auteur français
La Rochefoucauld dit ceci, je cite, « La femme est une goutte de miel que le ciel a laissé tomber dans le calice de la vie pour en adoucir l'amertume. » Que les femmes travaillent tous les jours à être cette goutte de miel au lieu de devenir de l'amertume dans l'existence des hommes. Et l'auteur Jean Roscan va ajouter, le jour où la femme cessera d'être mère, le monde ira à sa perte. Que les femmes acceptent le rôle de mère avec joie. Aux deux conjoints, nous disons ceci, l'homme n'est grand qu'à genoux. Deux cœurs qui s'entendent, qui se côtoient de la famille. Si le mariage naît avec le don réciproque, frères et sœurs, c'est avec le pardon qu'il dure et perdure. Si le mariage naît avec le don réciproque, c'est avec le pardon qu'il dure et perdure. Que la femme s'arme d'humilité et de courage, surtout lorsque matériellement elle est plus à l'aise que l'homme. Travaillons à éviter les comparaisons frustrantes. Conjoint ou candidat à la vie conjugale. N'oublie pas le rôle irremplaçable que tu joues dans l'épanouissement de l'humanité. La société a besoin de vous, l'un à côté de l'autre, pour compléter et apporter une éducation équilibrée aux enfants. Sache que le divorce génère des familles monoparentales, avec leur problème d'enfants blessés et déséquilibrés. Que le dialogue dans la prière, le pardon, la compréhension nourrie de la patience soit ton marchepied et que cela permette de triompher des crises, de se comprendre et d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Nous allons prendre cette prière pour finir. Restez à votre position et réfléchissez après moi. Seigneur, donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Le courage de supporter ce que je ne peux pas changer. Le courage de supporter ce que je ne peux pas changer. Et la sagesse de connaître la différence. Et la sagesse de connaître la différence. Amen. Amen. Merci. C'est une prière on peut avoir des moments de questions, de contributions. C'est prévu? Oui. D'accord. Il y a des intervenants? Oui. Rappelle-moi le prénom. Judicaël. Ok. Judicaël. Qui encore? Autre intervenant? À part Judicaël. Qui intervient encore? Karine. La sœur Karine. Frère Judicaël. Oui. C'est cela tout pour le moment. Plus personne n'est mordu par... Merci. Bon, la petite vient en mangeant. Frère Judicaël, vous avez la parole. Vous avez dans votre intervention dit que la femme avec qui vous vous mariez vient toujours avant votre père ou votre mère. Maintenant, j'aimerais savoir si le cas où pour ceux qui sont en train de marcher, c'est-à-dire qui font le chemin pour aller au mariage, lorsque par exemple vous êtes avec votre petite amie ou votre chérie et que pendant ce temps, elle autre probablement vit seule, mais que vous êtes avec vos parents et pour la plupart du temps, vous souhaitez souvent vous voir, mais de l'autre côté, bon, vos parents, certes, ils ont connaissance de la relation, mais
il vous occupe pas mal de temps. Ou peut-être quand tu es avec ta chérie, du coup, ton téléphone sonne et c'est d'habitude ta mère ou autre qui est en train d'appeler. Ce que l'autre ne supporte pas et te fait comprendre que, ah, franchement, toutes les fois, c'est toujours ta mère, ceci, cela, ainsi de suite. Là, nous ne sommes pas encore mariés. Je voudrais savoir si vraiment dans une situation pareille où on n'a pas une certitude, mais le souhait, c'est que la démarche que nous sommes en train de mener aille au mariage. Quelle est l'attitude qu'il faut adopter? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il faut déjà accepter que, ah, comme je marche avec elle, je dois la prioriser au détriment de mes parents? L'autre chose, c'est, vous avez parlé dans le langage d'amour du service rendu. Et j'aimerais savoir, lorsque vous êtes ensemble pour cheminer pour aller au mariage, et que vous demandez un service à votre partenaire, et cette dernière n'a pas l'amabilité de vous répondre de manière, c'est-à-dire, je lui demande un service, au lieu de me dire, ah, je suis fatigué, mais la personne vous répond directement non, et ne donne même plus d'explication. Dans une situation pareille, comment est-ce que, d'abord on se sent mal, mais quelle est l'attitude à adopter si vraiment on devait faire des reproches à ceux ou cette dernière pour lui faire comprendre que, ah, cette manière de se comporter vraiment m'a touché. Merci. Merci. Je vais d'abord répondre à cette deux questions-là. La première, la préoccupation que vous avez soulevée. D'abord, c'est le mariage sacramentel qui, dans votre vie, donne la priorité à votre épouse. Pas avant. Ok? Seulement. Ce qui se passera plus tard, il y a une urgence de l'autre côté. Et que l'urgence là dépasse le plaisir que tu devais lui offrir, mais tu dois aller vers les parents. D'accord? Seulement, comme je l'enseigne aux gens, quitter ses parents pour s'attacher à sa femme, ça se prépare. Il y en a par exemple, leur attachement à leurs parents est si fort que ça a besoin de préparation pour desserrer. Quand le mariage est proche, quand je sais que c'est ma fiancée, on a fait connaissance des parents, peut-être la dot, et qu'on est vers le mariage, je dois commencer à adopter certains comportements. Par exemple, si je disais tous mes secrets à maman, à papa, je dois commencer par réduire le volume de ce que je leur confie. D'abord, c'est un apprentissage pour moi-même, pour que je sois équilibré en tant qu'homme et que j'apprenne à cultiver ce qu'on appelle le jardin secret entre ma femme et moi. Parce que entre un homme et sa femme, il y a toujours des choses qui ne sont connues que des deux. Si tes parents doivent savoir tout ce que tu dis à ta femme, c'est qu'il y a un problème. Ils ne peuvent pas tout savoir. Ils seront jusqu'à un degré. Mais les autres, non. Alors, il faut que vous appreniez progressivement à réduire et à préparer les parents pour dire qu'il y aura bientôt un petit sevrage. Parce que si vous ne faites rien et que subitement vous coupez, ils diront, ah, c'est ta femme qui t'a dit de ne plus rien nous dire. Donc il faut commencer par l'accuser, ou la femme ou l'homme, parce que vous ne dites plus grand chose à part les petites salutations et consorts. Donc il faut les y préparer. Les parents sont nos parents et ont toujours leur importance dans notre vie, même après le mariage. Mais si on doit hiérarchiser, notre famille, épouse et enfants passent avant eux. Et dans souvent un cas, votre mère tombe malade, gravement. Votre femme ou mari tombe malade gravement, au même moment. Vous avez tout fait, mais vous n'avez trouvé que les sous pour soigner un. Il n'y a pas venant, non, vous ne pouvez pas toujours régler le problème. Et attention à ceux qu'on appelle belles-sœurs ou beaux-frères. Parfois, ils sont même plus dangereux que les parents. Surtout celles qui ont quitté leur mari pour venir à la maison. C'est les vrais vipères. Celles qui sont mariées, mais ça va marcher. Elles sont avec vous à la maison. Donc, parfois, ils pourrissent la vie à votre épouse, qui, soucieuse de votre entente familiale, ne vous dit pas tout.
Parce que si elle raconte tout, ça va créer des ennuis entre vous. Mes frères, mes soeurs, il y a des trucs apparemment banals sur lesquels il faut taper très fort en même temps. Le mari est absent. Un des frères du mari vient à la maison. Parle un peu avec l'épouse et en partant, prend 2 CD. Ils sont là. Sans demander permission, elle prend et puis il veut partir. Vous connaissez le langage? Tout ce qui est ici appartient à mon frère. Donc je peux prendre. Si vous laissez ça passer, vous aurez des choses plus graves. Lui, c'est pour ton frère, c'est la femme qui est là et les choses leur appartiennent. Ou bien vous voyagez, vous avez une voiture, vous avez un engin, votre frère vient dire à votre épouse qu'il veut prendre votre engin pour faire des courses. C'est son frère qui doit avertir son épouse pour dire quand elle va partir, mon petit frère vient chercher l'engin. Ce n'est pas le frère, quand ça va lui plaire, il va venir chercher l'engin. Parce qu'il faut casser en même temps les ailes des copains pour dire ce qui est ici est à mon frère. Donc je viens prendre quand je veux. C'est à casser. Et j'en profite. Nous sommes dans la maison de Dieu pour dire à toutes les personnes qui m'écoutent ici maintenant, qui rendent la vie dure aux veuves et aux orphelins parce qu'ils ont épousé un frère à eux qui est riche ou qui a des biens. Parfois, le corps du frère défunt n'est même pas encore à la mort quand on arrache à la veuve la clé d'accès à leur chambre couchée. Désormais, pour y accéder, quelqu'un doit être derrière. Parce qu'on veut avoir la même mise sur les papiers de parcelles et consorts. Où on met les enfants, l'épouse dehors, où on vend les parcelles. Parce qu'on dit que la femme n'a fait que des filles, par exemple. C'est un argument que les gens avancent. Ou bien on va les vendre pour s'occuper des enfants. Mais personne ne s'occupe d'eux après. Dans toute la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, Dieu prend cause et effet pour la veuve et l'orphelin. Et rien ne passera impuni quand ça se fait. Et surtout quand des chrétiens sont dedans. Ah non, notre frère a trop de biens, on ne peut pas laisser ça comme ça avec un enfant d'autrui. C'est la mère de ces enfants qui est l'enfant d'autrui. C'est grave. Beaucoup de veuves, épouses de maris chrétiens, de familles chrétiennes souffrent dans ce Bénin, dans ce Cotonou, parce qu'on les a dépouillées entièrement. Et elles doivent quémander parfois pour s'occuper des enfants, alors que leur père avait de grands biens. Qu'on ne note pas ça dans le rang des chrétiens. Parce que la vie, c'est un cercle qui tourne. Si vous le faites aux autres, on vous le fera. Parce que personne ne sera à la fois assisté à sa mort. Les gens le feront à votre famille. Parce que ça ne passe pas impuni. Essayons d'être justes. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je veux demander ou poser ma question. Les enfants devant qui nous faisons des conflits, des gens de conflits qui sont un peu majeurs, matures déjà, comment faire maintenant pour les ramener ou leur donner vraiment la base d'éducation qu'il faut maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de ces hommes, de ces femmes qui même quand on s'assoit vraiment dans la communication, ils font semblant de comprendre, de tout comprendre avec vous. Mais après tu vois que vraiment ils n'ont rien compris. Ça se répète toujours devant les enfants. okay. Comment faire? Et ma deuxième question, c'est pour le côté loisir. Et toi, tu aimes les loisirs ou les jeux et tu te donnes vraiment. Et l'homme ou la femme voit que comme c'est toi qui aimes, c'est toi qui dois toujours sortir l'argent. Les cadeaux, il aime. Les services, comme vous avez dit. Mais on lui fait chaque fois, mais réciproquement au retour. Lui n'aime pas faire, mais il aime. Comment l'apprendre? La mener à faire. Okay. Merci. Qui tête
n'est pas content quand ses parents se disputent. Il y a même des bébés qui chauffent quand il y a conflit entre ces deux parents. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne voient rien, et qu'on peut tout faire devant lui. Il y a 3 ans, depuis que nous nous sommes mariés, mon épouse et moi, on ne s'est jamais discuté devant les enfants. Par la grâce de Dieu, non, vous, ce n'est pas une bonne scène, mais on s'est compris, on s'est pardonné et la vie a repris. J'ai été humble, c'est-à-dire que dans la vie des adultes, toutes les vies ne sont pas roses. Il arrive devant vous là, c'est pour montrer que même plus tard, vous pouvez discuter aussi. Vous comprenez, vous pouvez discuter chaudement aussi, mais que ce n'est pas la fin du mariage. Qu'après cela, on se comprend, on s'accepte encore. Pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas mariage avec 0 crise. Il n'y a pas mariage avec 0 dispute, que même papa et maman l'ont fait quelques rafles et ensuite ils se sont pardonnés et ils ont continué. Donc on a transformé notre crise là en outil d'éducation pour les enfants. Vous dites, on peut même dire, on aurait dû vous cacher ça. Ça veut dire que vous aurez toujours seulement vu les bons côtés. Mais il y a ça aussi, malgré cela, on est encore ensemble. Et priez Dieu pour que ce que ça a détruit en eux, le Seigneur leur répare. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Parce que commencer à mentir encore à l'enfant, c'est plus grave. Parce qu'il y en a, ils mentent quoi, ils disent qu'il n'y a rien, non, 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 non. C'est plus grave. Et je souhaite qu'ici, que personne ne porte jamais la main sur sa femme ou sur son mari. C'est des choses qui laissent des séquelles difficilement cicatrisables. Une dame, une maman frappait son enfant et l'enfant dit, oui, frappe-moi, frappe-moi. Il allait pour toi le soir, celui qui va te frapper toi aussi. Vous voyez, ça veut dire que le mari est un champion sur le ring. Non, souvent, il frappe l'épouse et le garçon le dit, les gars, il m'appelle, celui qui vient pour lui là, il doit se compte. Non, c'est des choses à ne pas faire. Je voudrais prier les hommes. On peut jurer dans son vocabulaire de ne jamais porter la main sur son épouse et finir par le faire. Un homme n'est pas là pour répondre du tic au tac à une femme. Quand elle dit 1, il dit 1. Or, les femmes sont plus rapides. Après que tu dis 1, là, il dit 4. Et comme ta bouche n'est pas rapide, là, tu vas remplacer par les coups. Ça vient de là comme ça. Il y a des femmes qui poussent à bout, qui vous disent des choses insoutenables. Les gens sont réunis, ta femme dit voilà, tu fais l'homme, alors que tu as le fer dans les pieds. Parce que l'homme a fait un accident, il le fait dans les pieds. Et elle le sait, demande il y a ma bille, en zéa faut faire, non, bando faut voyez un peu, non? Il y a la maîtrise de soi. Et quand on est fâché, il vaut mieux sortir, mais pas aller dans une buvette.